Merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour, je remercie l'association du groupe scientifique de médecine de famille et le laboratoire AstraZeneca de m'avoir invité à ce 4e congrès national de la GASMF. Et en choisissant, j'étais contente de voir parmi le programme 2 thèmes de pathologie respiratoire qui sont l'asthme et les infections respiratoires aiguës basses communautaires qui sont pour nous un problème de santé. Donc, pour commencer, l'asthme, comme vous le savez très bien, c'est une maladie inflammatoire qui se définit par une histoire récurrente de symptômes cliniques qui sont, comme vous le savez tous, l'essoufflement thoracique, l'essoufflement, l'oppression thoracique et la toux. Donc, les caractéristiques quand ces symptômes, comme j'ai dit, c'est la récurrence, mais aussi la variabilité en fil du temps et en intensité. À cette symptomatologie respiratoire, donc clinique, s'associe obligatoirement une limitation variable des débits expiratoires aériens qui doit être objectivée par les explorations fonctionnelles respiratoires. Alors, selon le GINA, le Global Initiative for Asthma 2022, il définit la maladie asthmatique comme étant une maladie hétérogène. Actuellement, on distingue au sein de la maladie asthmatique plusieurs phénotypes cliniques. Le primum movens, donc dans la physiopathologie de la maladie asthmatique, comme vous l'avez déjà su et étudié, c'est une obstruction bronchique. Et cette obstruction bronchique, il résulte de plusieurs mécanismes, dont le plus important, c'est l'inflammation bronchique, qui est secondaire à l'exposition de plusieurs irritants bronchiques. Ces irritants bronchiques, ils vont induire une bronchoconstriction avec une hyperréactivité bronchique. Donc l'asthme, c'est surtout un asthme allergique qui se voit à tous les âges, mais qui commence à un âge précoce chez les enfants. Et comme on va voir, c'est une maladie qui a un impact socio-économique important, surtout pour les coûts du traitement, la fréquence des hospitalisations pour des exacerbations, le coût des traitements, comme j'ai dit, et surtout l'absentéisme scolaire et professionnel. Donc, l'objectif principal de la prise en charge de la maladie asthmatique reste le contrôle de cette pathologie. L'ampleur du problème, pourquoi c'est une maladie qui pose un problème de santé publique, c'est surtout par sa fréquence, comme je vous projette ici. La prévalence globale de l'asthme, il varie considérablement en fonction des pays. Dans le monde, on arrive à recenser plus de 300 millions de personnes qui sont asthmatiques. Et vous voyez, 7 à 10% de ces patients asthmatiques sont des enfants. Parmi ces 300 millions de personnes, 15% des patients sont des asthmatiques, mais qui restent non contrôlés. Donc, ce sont des patients qu'on voit fréquemment aux urgences. 3,4% de cette population présente un asthme qui reste difficile à contrôler. Donc, un asthme difficile à contrôler, il est différent de l'asthme non contrôlé. Donc, on pourra en discuter de ça. Et c'est une pathologie qui cause, donc, qui a un taux de mortalité qui est élevé, plus de 500 000 décès par an. En France, 2010 décès par an, dont 600 par an sont des sujets jeunes, sont des adolescents. Donc, un petit rappel sur la physiopathologie, parce que de cette physiopathologie découle le traitement de la maladie asthmatique. Après une agression allergénique, il y a des phénomènes inflammatoires qui se produisent au niveau de la muqueuse bronchique. Si on ne traite pas à un âge avancé, donc les lésions vont se pérenniser, ils vont persister, ils vont entraîner des lésions épithéliales avec des anomalies de réparation de ces lésions et qui vont aboutir à ce qu'on appelle le remodelage bronchique qui va aboutir à un épaississement des muscles lisses bronchiques et on aura dans ce cas-là une obstruction bronchique qui est fixe avec un handicap respiratoire important et l'évolution vers l'insuffisance respiratoire chronique. Alors pour tout ceci, les sociétés savantes ils ont établi donc des recommandations et c'est une pathologie qui est en perpétuel changement de recommandations tant sur le plan diagnostic que sur le plan traitement. Je vous projette ici les dernières recommandations de la Société de pneumologie française, de la Société de pneumologie de langue française et celle de la Société pédiatrique de pneumologie et d'allergologie.
qui définissent l'asthme ou bien qui permettent de retenir le diagnostic de l'asthme sur une probabilité clinique pré-test, et ils ont séparé donc ces degrés de probabilité en forte probabilité clinique quand le patient présente les symptômes, plusieurs symptômes qu'on a définis initialement, donc l'association de sifflement, de toux, de dyspnée, d'oppression thoracique, ces symptômes qui surviennent généralement durant la nuit ou bien au réveil, au petit matin. Ces symptômes, ils surviennent généralement chez des patients qui ont une notion d'atopie, que ce soit personnelle ou familiale, et des antécédents personnels, comme je viens de dire, et des symptômes qui sont généralement déclenchés par des facteurs aggravants. Donc, quand les sujets présentent la majorité de ces critères, on parle de forte probabilité pré-test. Et je dis bien pré-test parce qu'on doit obligatoirement faire un test d'exploration fonctionnelle respiratoire. Par contre, quand les patients présentent des signes respiratoires isolés, séparément, de façon séparée, une toux isolée, une dyspnée isolée, une douleur thoracique ou bien une dyspnée uniquement à l'effort, là, on parle de probabilité faible, donc une faible probabilité pré-test. Pourquoi donc cette différence de forte probabilité et de faible probabilité? Ça va nous permettre donc la réalisation des explorations fonctionnelles respiratoires. Et vous voyez ici, quand on a une forte probabilité clinique pré-test, et si on est à proximité d'un centre ou bien si on dispose d'une spirométrie, il faut la faire. L'exploration fonctionnelle, il est obligatoire du moment que la définition de l'asthme est clinique et fonctionnelle. Si à l'exploration fonctionnelle respiratoire, on a un trouble ventilatoire obstructif qui est réversible, le diagnostic de l'asthme est clair, on peut traiter notre patient. Par contre, quand on a un trouble ventilatoire obstructif qui n'est pas réversible, et là, comme vous le savez très bien, l'épreuve de réversibilité, elle est faite par les bronchodilatateurs de courte durée d'action. Et la réversibilité, elle peut être précoce avec l'utilisation des bronchodilatateurs de courte durée d'action, comme il peut être tardive avec l'utilisation de la corticothérapie. Donc, c'est une maladie inflammatoire. Quand vous n'avez pas cette réversibilité précoce aux bronchodilatateurs de courte durée d'action, pensez à mettre votre patient sous traitement anti-inflammatoire et refaire l'exploration 15 jours après. Si on refait l'exploration 15 jours après le traitement corticoïde et on a une exploration, on a une réversibilité, le diagnostic, elle est claire. Si on n'a pas de réversibilité, ni après bronchodilatateur courte durée d'action, ni après corticothérapie inhalée, il faut rechercher les autres diagnostics différentiels de l'asthme. Comme vous le savez très bien, tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme. Donc, et si on a une spirométrie qui est normale, les recommandations disent qu'il faut faire un test de provocation bronchique à la métacholine. Et comme vous savez, ces tests ne se font qu'au niveau de certains centres spécialisés parce que ce sont des tests qui sont difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On étudie la variabilité du débit expiratoire de pointe, c'est le petit matériel, le débitmètre de pointe. Et si on a une variabilité qui est excessive, on peut retenir le diagnostic de l'asthme. Sinon, on revient toujours à faire un traitement par corticothérapie inhalée et refaire la variabilité du débitmètre de pointe. Je reviens à la variabilité du DEP. Elle reste également importante quand on n'a pas de spirométrie au cabinet ou bien quand on est loin d'un centre qui dispose d'une exploration fonctionnelle. Le mini-débitmètre, vous voyez ici, on calcule la variabilité, c'est le DEP du soir moins le DEP du matin divisé par la moitié de la somme. Si on a une variabilité qui est excessive, ça veut dire qu'il dépasse 20%, on peut retenir le diagnostic de l'asthme et on doit envoyer le malade pour faire une exploration fonctionnelle respiratoire. Si on n'a pas de variabilité, on peut refaire le test de réversibilité à la corticothérapie inhalée. À ce moment-là, si on a une variabilité qui est excessive, on peut retenir le diagnostic de l'asthme. Alors, quand on a une faible probabilité et on a une spirométrie, là, c'est obligatoire, il faut faire la spirométrie. C'est la même conduite à tenir. Si on a un trouble ventilatoire obstructif, c'est le diagnostic de l'asthme
et le diagnostic il est confirmé, sinon on revient au rapport et au calcul de la variabilité de DEP. Alors pourquoi ça? Une fois on retient le diagnostic de l'asthme, il faut traiter le malade. Et l'objectif principal du traitement de la maladie asthmatique, c'est d'obtenir ce contrôle clinique de la maladie. C'est ça l'objectif principal. Parce qu'une fois on obtient le contrôle de la maladie, on va garantir aux patients une vie qui est presque normale, des activités physiques qui sont presque normales, une fonction respiratoire. On espère bien avoir une fonction respiratoire normale, mais sinon, à proximité de la normalité de cette fonction, on prévient la survenue des exacerbations et de ce fait, on réduit la mortalité de la maladie asthmatique. Comment on définit le contrôle de l'asthme? Il y a certains parmi vous qui ont défini la sévérité, qui ont appris dans leur cours la classification de la sévérité de la maladie asthmatique. C'est sur les mêmes symptômes, les symptômes diurnes, les symptômes nocturnes, la limitation de l'activité physique, le recours fréquent à l'usage des bronchodilatateurs de courte durée d'action, et on classait l'asthme en fonction de la sévérité, en asthme intermittent, en asthme persistant, que ce soit léger, modéré ou sévère. Actuellement, cette classification est abandonnée, mais on classe la maladie asthmatique en fonction du niveau de contrôle et sur les mêmes symptômes, sur les mêmes critères, c'est des critères diurnes, des critères nocturnes, l'activité physique, le recours à l'usage des bronchodilatateurs de courte durée d'action et la fréquence des exacerbations. 3 niveaux de contrôle. On parle d'asthme bien contrôlé ou bien d'asthme contrôlé quand le malade ne fait aucun symptôme, ni diurne, ni nocturne, il garde son activité physique normale, il n'a pas recours à l'usage du bronchodilatateurs de courte durée d'action et qu'il ne fait pas d'exacerbation durant au moins une année. Là, l'asthme, il est bien contrôlé. Par contre, si le malade fait une seule exacerbation durant l'année précédente, ou bien présente 1 ou 2 des symptômes, des critères décrits, on parle d'asthme partiellement contrôlé, et s'il fait plus de 3 critères, c'est un asthme qui est non contrôlé. Alors, si on voit la perception des gens sur le niveau de contrôle, les patients eux-mêmes, ils se disent, d'après une enquête, l'enquête qui a été menée auprès d'un certain nombre de patients, 89% de patients qui n'utilisent pas ces critères de contrôle se disent qu'ils sont bien contrôlés. Les mêmes patients revus et enquêtés par les médecins selon les critères du niveau de contrôle, vous voyez que le taux il chute de 89 jusqu'à 17% en utilisant les critères de contrôle de l'asthme. Une autre étude qui a été réalisée chez des adultes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sur le niveau de contrôle, vous voyez ici que la majorité des patients sont non contrôlés et ils ont recours à l'usage des bronchodilatateurs de courte durée d'action, sauf ici 3 pays que j'explique par le niveau de vie, en particulier le Koweït et le Qatar. Alors, quels sont les risques d'utilisation du bronchodilatateur de courte durée d'action? Usage de bronchodilatateurs de courte durée d'action égale un asthme qui n'est pas contrôlé. Ça veut dire que le patient il est symptomatique. Alors, je vous projette ici une étude et vous allez voir que la classification elle est faite en fonction de la sévérité de l'asthme. C'est une étude qui est ancienne, qui a été publiée en 2000. Et vous voyez que le recours excessif aux bronchodilatateurs de courte durée d'action était élevé. Donc, le recours il était excessif et ceci indépendamment de la sévérité de la maladie. Vous voyez que le nombre de flacons de sabbat utilisés il est élevé, même en cas d'asthme intermittent. D'autres études, ils ont montré que les risques qui sont liés à l'utilisation du bronchodilatateur de courte durée d'action, donc ce recours excessif à l'usage du bronchodilatateur de courte durée d'action augmente donc le risque de décès
Pourquoi? Quand on donne un bronchodilatateur de courte durée d'action, le malade il se sent soulagé, mais on ne traite pas l'inflammation sous-jacente. On enlève le bronchospasme et la bronchoconstriction et on laisse l'inflammation. Et cette inflammation, il va se poursuivre dans le temps et il va faire plusieurs exacerbations fréquentes et qui peuvent conduire au décès du patient. Et vous voyez à droite de la plaque, le risque de décès il diminue quand on utilise la corticothérapie inhalée en association avec les bronchodilatateurs de courte durée d'action. Alors, pour ces raisons de sécurité, le GINA, donc ce sont des recommandations qu'on applique dans notre pratique quotidienne. Il ne recommande plus les traitements à base de bronchodilatateurs de courte durée d'action seuls. On verra par la suite. Alors, le GINA, comment il classe la maladie asthmatique? La maladie asthmatique, elle est classée en 5 paliers de niveau de contrôle. Je ne parle pas du palier 5 parce que le palier 5, c'est l'asthme sévère qui a une définition bien précise, une définition qui est bien particulière et une prise en charge personnalisée. On va s'intéresser uniquement aux 4 paliers, le palier 1 et 2 qui sont actuellement regroupés dans le même lot pour le traitement, le palier 3 et le palier 4. Donc, et bien sûr, ces paliers, ils doivent être évalués à chaque consultation pour voir est-ce qu'on doit augmenter la charge thérapeutique, est-ce qu'on doit baisser la charge thérapeutique, surtout en corticothérapie. Par la suite, on va parler de corticothérapie faible dose, moyenne dose et forte dose. Là, je vous projette ce tableau je suis sûre que vous le connaissez, vous tous, en fonction de la posologie de la corticothérapie. Alors, comment on classe la maladie? On voit un patient pour la première fois. Si on a un patient, d'abord, il faut confirmer le diagnostic. C'est la première des choses. On confirme le diagnostic par la clinique et par l'exploration fonctionnelle respiratoire. Il faut agir parce que le traitement de l'asthme ne s'appuie pas uniquement sur le traitement pharmacologique. Et il y a des mesures non pharmacologiques qui doivent être appliquées pour le patient asthmatique pour atteindre cet objectif, pour atteindre le niveau de contrôle. Parce que parfois, on voit un patient qui n'est pas contrôlé alors qu'il est bien observant, qu'il adhère à son traitement, qu'il utilise bien ses inhalateurs, mais il a un reflux gastro-œsophagien associé, il a une rhinite associée, il est obèse, et il faut agir sur ces comorbidités pour pouvoir modifier le traitement. On ne change jamais un palier thérapeutique à un autre sans avoir agi sur les facteurs aggravants et sur les comorbidités. Alors, on classe un patient au palier 4 quand le malade fait des symptômes fréquents, aussi bien diurnes que nocturnes, et qui entravent leur activité physique. Elle est classée palier 4. On classe un malade en palier 3 quand le malade fait des symptômes diurnes et il fait des symptômes nocturnes également. On classe le patient step 2 s'il fait des symptômes diurnes au moins 2 fois par mois, avec ou sans symptômes diurnes qui ne dépassent pas 1 fois par mois. Et dans les autres cas, c'est un patient qu'on classe en step 1. Alors, pourquoi cette classification en step? C'est parce que la charge thérapeutique n'est pas la même. Alors, pour le step 4, vous voyez, donc le step 4, c'est une corticothérapie. Le GINA, actuellement, il recommande 2 voies thérapeutiques. Il y a la première voie, c'est le track 1. C'est généralement cette voie qui est privilégiée. Pourquoi? Vous allez voir. Il recommande l'association d'un corticoïde inhalé avec un bronchodilatateur de longue durée d'action, qui est le formoterol. Et cette association, elle doit être admise, mais en cas d'exacerbation. Donc, le malade à qui on prescrit l'association LABA-ICS à type, et le LABA, c'est le formoterol, on peut conseiller au malade, une fois il fait une exacerbation, il a le droit de prendre le même traitement de fond et il ne doit pas prendre les bronchodilatateurs de courte durée d'action. Je vais vous dire pourquoi. Alors, pour le palier 3, c'est la même chose. C'est la corticothérapie inhalée, mais cette fois-ci faible dose associée au formoterol.
en traitement d'entretien et en traitement d'exacerbation. Par contre, pour le step 2 et 1, vous voyez les recommandations, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut donner l'association corticothérapie inhalée plus bronchodilatateur type formoterol au besoin. Donc, ça veut dire quand on sent une exacerbation ou bien une gêne respiratoire, l'asthmatique, il peut prendre son traitement, bien sûr, en fonction des symptômes. Si on a des symptômes qui sont fréquents et les non contrôlés, là, c'est un step 3, step 4. Mais pour des gènes respiratoires qui surviennent une fois tous les 2 mois, c'est là, si le patient dispose du dispositif associant le formoterol et l'ICS, il peut prendre ce type d'inhalateur pour traiter l'exacerbation. Alors, la deuxième voie, c'est quoi? Si le malade est sous corticothérapie inhalée avec un autre type de bronchodilatateur en dehors du formoterol, qu'est-ce qu'on conseille? Le GINA conseille de prendre une moyenne dose de corticothérapie inhalée plus son LABA, qui n'est pas le formoterol, mais au besoin, à ce moment-là, il peut prendre son bronchodilatateur de courte durée d'action. Là, il garde son traitement de fond, mais au moment de l'exacerbation, il peut prendre donc son bronchodilatateur de courte durée d'action. Pareil pour le step 3, sauf que la posologie de la corticothérapie, il change. Alors, pour le step 2, ou bien le step 1, si le malade est sous corticothérapie inhalée faible dose pour le step 2, au moment d'une gêne respiratoire ou d'une exacerbation, il peut prendre son bronchodilatateur de courte durée d'action. Alors que pour le step 1, où le malade ne présente que très rarement des symptômes, autrefois, on préconisait le bronchodilatateur de courte durée d'action à la demande. Mais actuellement, le GINA ne recommande plus d'utiliser le bronchodilatateur de courte durée d'action seul, mais à chaque exacerbation, je parle du step 1, à chaque exacerbation où le malade il doit prendre son bronchodilatateur de courte durée d'action, il doit prendre obligatoirement la corticothérapie inhalée. Donc, jamais de bronchodilatateur de courte durée d'action seul. Vous voyez, donc, ce sont des modifications qui intéressent essentiellement le step 1 et 2. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on conseille? La voie 1, le track 1, c'est la voie privilégiée. Faible dose de corticothérapie inhalée plus formoterol en traitement de secours et en traitement de fond. La deuxième approche, c'est le SABA comme traitement de secours, mais toujours en association avec la corticothérapie inhalée, si la voie 1 n'est pas possible, ou bien si le malade préfère garder son traitement de fond qui a été prescrit, ne comportant pas le formoterol, mais il peut prendre dans ce cas-là, en cas d'exacerbation, le bronchodilatateur de courte durée d'action. Alors, chez le patient, vous préférez le mettre sous un traitement associant un bronchodilatateur de longue durée d'action autre que le formoterol avec la corticothérapie inhalée. L'association au moment de l'exacerbation d'un bronchodilatateur associant le formoterol ne s'applique pas pour ces patients. Alors, pourquoi le formoterol? Pourquoi le formoterol pour la crise d'exacerbation? Alors, les études ont démontré que le formoterol, il a une action rapide, donc le délai d'action, il est rapide et il est comparable au salbutamol. De même que le formoterol associé à la corticothérapie inhalée comparé au salmeterol avec la fluticasone, ils ont démontré qu'il y a une rapidité d'action par rapport au salmeterol. Donc là, ce sont des études, ça reste des résultats des études qui ont été faites, mais qu'est-ce qui se passe en vie réelle? En vie réelle, donc une étude Sabina, c'est l'étude Sabina qui a été faite par le laboratoire AstraZeneca. C'est une grande analyse de données réelles, donc ce sont des données de vie, utilisant le bronchodilatateur de courte durée d'action et le traitement de fond. Donc c'est une étude qui a été faite dans plusieurs centres au niveau des 5 continents. Vous voyez 24 pays, plus de 8000 patients qui ont été étudiés, soit et qui ont été traités,
soit au niveau des soins primaires, soit au niveau des soins spécialisés. Qu'est-ce qu'on a constaté? Que la prescription des sabbats au moment des exacerbations seules sont associées à un mauvais contrôle de la maladie asthmatique. Et on a constaté également que 36% des patients qui ont reçu la prescription des bronchodilatateurs courte durée d'action, 63% des patients ont vu des ordonnances, donc ils ont reçu des ordonnances contenant des bronchodilatateurs de courte durée d'action. 38% de ces patients, ils avaient utilisé plus de 3 flacons et 1/5 de ces patients, ils ont utilisé plus de 10 flacons. Pourquoi? Ça montre que ce sont des patients qui font des exacerbations qui sont fréquentes parce qu'on ne traite pas l'inflammation qui est sous-jacente. Voilà donc les résultats de l'étude Sabina. Plus on prescrit de flacons de bronchodilatateurs de courte durée d'action, plus les chances d'avoir un asthme au moins partiellement contrôlé étaient significativement réduites. De plus on prescrit de flacons de bronchodilatateurs de courte durée d'action, plus le taux d'exacerbation est fréquent. Pour nous, on traite l'exacerbation, mais en fait, non. On ne traite que la bronchoconstriction et le malade, il revient, il vous dit, voilà, alors je fais encore des crises fréquentes et j'utilise fréquemment mon bronchodilatateur de courte durée d'action. Non seulement les exacerbations, ils sont fréquentes, mais la sévérité de ces exacerbations également est beaucoup plus, on en voit beaucoup plus d'exacerbations qui sont sévères et qui nécessitent la prise en charge en hospitalier. Donc, ces résultats en vie réelle donc, nous encouragent à diminuer la prescription des sabbats seuls afin de baisser la morbidité liée à l'asthme. Alors, comme message, qu'est-ce que je peux vous dire? L'asthme, il reste un problème de santé mondial qui est très répandu, avec des niveaux de contrôle actuellement qui sont sous-optimaux. Le contrôle de l'asthme, il est surestimé par les patients. Donc, j'ai un patient, il vous dit, non, je n'avais qu'une seule exacerbation pendant 3 mois, je me sens bien et je n'ai pas de symptômes. La mauvaise observance du traitement et la dépendance excessive des sabbats présentent des obstacles majeurs à l'amélioration des taux de contrôle de la maladie asthmatique. La surutilisation des sabbats augmente le risque de mortalité. Donc, le sabbat, il doit toujours être pris avec une corticothérapie inhalée. Et l'intérêt de commencer plutôt une corticothérapie, il est maintenant reflété et conseillé par les différents guidelines et les recommandations, surtout des GINA. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur El Harra. C'est vrai que beaucoup de nos patients sont traités par les sabbats seuls et comme vous l'avez bien dit, ils sont sujets à des complications et de laisser évoluer leur asthme, faire des formes plus graves. S'il vous plaît, on peut prendre quelques questions s'il y en a dans la salle. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai une question pour le professeur El Harra. Oui. Je vous remercie pour votre exposé qui était riche. Alors, vous avez parlé, il y a un grand pourcentage de patients qui ne sont pas contrôlés. Au Maroc, est-ce que c'est les facteurs qui dominent? Est-ce que c'est l'accès, la difficulté d'accès au traitement de fond, ou c'est la négligence des moyens non pharmacologiques? Alors, je ne vais pas imputer essentiellement les médicaments, mais on doit se critiquer nous-mêmes. À chaque prescription de médicaments, il faut prendre le temps d'expliquer aux patients, d'abord l'intérêt de l'observance thérapeutique, deuxièmement la technique d'inhalation. Et ça, c'est un problème important.
Il faut prendre le temps. Il y a certains médecins, on doit se critiquer, il y a certains médecins qui prescrivent le sabbat et les inhalateurs. Et comme vous savez, il y a une panoplie d'inhalateurs et chaque inhalateur a son mode d'utilisation. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer aux malades le fonctionnement et l'utilisation, comment il doit utiliser cet inhalateur. Non seulement les médicaments, ils sont chers, le niveau de revenu de nos patients, il est faible, on le sait tous, mais il faut aussi expliquer la technique d'utilisation, insister sur la recherche des facteurs aggravants, parce que le traitement de l'asthme, ce n'est pas uniquement les médicaments, c'est l'éviction allergénique, c'est la pratique d'une activité sportive et c'est les méthodes non pharmacologiques. Donc, en plus de ça, comme je viens de dire, avant de passer à un palier thérapeutique supérieur, il faut agir sur les facteurs aggravants et agir sur les comorbidités. Une obésité morbide peut être une entrave au contrôle de la maladie asthmatique. Là, une réduction pondérale, il faut l'envoyer à Mme Hind Eraqi pour un conseil nutritionnel. Donc, la réduction pondérale peut améliorer le patient. Le reflux gastro-œsophagien, il doit être cherché, même chez les patients qui ont un reflux, qui vous disent non, je n'ai pas de reflux. Le reflux, il peut être asymptomatique. Il faut penser au reflux, le chercher par une manométrie œsophagienne, une pathologie cardiovasculaire, comme j'ai dit, tout ce qui siffle ne pas de l'asthme. Un syndrome d'apnée de sommeil, on commence à en voir beaucoup de patients. Donc, c'est toute une gamme d'étiologies qui entravent le bon contrôle de la maladie asthmatique. Question. Merci, professeur, pour l'exposé. Pour l'étude de la variabilité de la levée de l'obstruction et l'utilisation du DEP, quelle est la technique? Est-ce qu'on peut noter le débit au premier, puis donner 2 bouffées de salbutamol et par la suite reprendre le débit et évaluer la variabilité au cours de la même séance, au cours de la même consultation? Alors, le débitmètre de pointe, donc c'est un petit matériel que tout le monde doit avoir dans son cabinet, dans sa salle de consultation. Et parfois, on conseille aux patients de l'acheter. Il ne coûte pas cher pour calculer la variabilité, surtout si on veut calculer la variabilité de ce DEP pour le traitement corticoïde inhalé, parce que le traitement, il doit être prescrit pendant 15 jours. Alors, je reviens au bronchodilatateur de courte durée d'action. C'est comme la spirométrie. Le patient, il doit prendre ces 4 bouffées de bronchodilatateur de courte durée d'action et 15 minutes après, il doit mesurer son DEP. Il doit faire 3 mesures successives et il doit prendre en considération la meilleure mesure. Il doit noter la mesure du matin. Le soir, quand il prendra son bronchodilatateur courte durée d'action, 15 minutes après, il utilise son débitmètre de pointe et il marque son DEP. La variabilité, on lui montre comment faire. C'est le DEP du soir qui est généralement plus élevé que le DEP du matin sur la moitié de la somme. Donc, il doit noter ça sur un carnet et 15 jours après, quand on le reverra, on va faire une courbe de cette variabilité. Si on trouve que cette variabilité, elle dépasse 20%, là, on est sûr que c'est de l'asthme. La dernière question, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour cet exposé. Je voudrais savoir la place du montelukast et des anticholinergiques inhalés dans l'asthme, parce qu'on n'en a pas parlé. Alors, j'ai insisté sur les dernières recommandations pour le TRAC 1 et le TRAC 2, mais il y a toujours des alternatives thérapeutiques. Pour le montelukast, donc c'est les antileucotriènes. Les antileucotriènes, on peut les prescrire si on prescrit, par exemple, si on est amené à prescrire une corticothérapie inhalée à moyenne dose, on peut prescrire les antileucotriènes. Donc c'est un choix. Les antileucotriènes
pour les gens, ce sont des anti-inflammatoires, donc qui visent la voie de la lipo-oxygénase. On peut les prescrire également. Mais les recommandations de Gina les laissent en deuxième choix, vraiment en deuxième choix. Alors, pour les anticholinergiques, ce sont les anticholinergiques de longue durée d'action. Je ne veux pas en parler. Ce sont des médicaments qu'on laisse pour le step 4. Le step 4 qui avoisine le palier 5. C'est surtout pour l'asthme sévère. Donc, je n'ai pas voulu en parler de ça pour ne pas vous embrouiller. Merci beaucoup, professeur El Harrach. Et je passe la parole à Monsieur le Président pour l'inauguration officielle